Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à l'Arche de la Défense à Paris, un de ces lieux magnifiques inondés par le soleil, même si nous sommes dans la partie où règne un petit peu d'ombre. Ces 300 millions de critiques, nous allons passer en revue, comme toutes les semaines, l'essentiel de l'actualité francophone et ouvrir cette émission avec vous, Marie Secret. Donc vous êtes commissaire d'une exposition qui est consacrée à Nathalie Rodache, c'est ça? Oui. D'abord, qui est cette femme? Alors, cette femme est une artiste franco-suisse. Elle a commencé à réaliser ses œuvres en 2007, 2008. J'ai fait ses premières expositions dans mon espace à Genève qui s'appelait Espace R. Et c'est une artiste que je suis depuis ses débuts. Mais elle fait quoi? Elle fait des œuvres? Elle fait des œuvres, des sculptures, elle fait de la photo, de la vidéo, elle utilise tout support, du dessin et aussi du son. Donc, elle étudie, là, par exemple, pour cette exposition de Bordeaux, elle va investir 3 lieux pour parler de 3 temps, du futur qu'on a commencé au début, parce qu'elle a tourné une vidéo dans le Château Palmer, dans les vignes du Château Palmer, qui sera projetée à la galerie, qui représentera le présent avec une série de 180 dessins sanguines, de la vidéo et de la photo à la galerie, à la réimage. Oui. C'est aussi l'occasion de parler de Bordeaux et de la politique culturelle à Bordeaux, parce que vous êtes très actif dans ce domaine. Que se passe-t-il pendant l'été? Qu'est-ce qu'il y a comme projet? Il y a une programmation riche qui est... bon, alors, bien sûr, il y a des endroits à ne pas manquer de visiter, comme la Cité du Vin, parce qu'il y a le patrimoine qui est représenté. Il y a l'ouverture, là, en printemps, du musée de la Marine. Donc, c'est aussi une occasion de découvrir ou de redécouvrir des tableaux de Monet. Il y a le CAPC, qui va démarrer une très belle exposition de l'artiste danois Dan Vaux. Et puis, il y a le musée historique d'art contemporain. Un musée historique d'art contemporain. Et il y a ce musée qui est exceptionnel, qui est le musée des arts décoratifs et du design, qui a été repris depuis 3 ans, qui est dirigé par Constance Rubini, et qui a fait un lien entre le passé et le contemporain, entre les arts décoratifs et le design. Voilà. Et en ce moment, il y a une très belle exposition de Martin Zickeli, Construction, à ne pas rater, qui va durer tout l'été. Donc, qui est un designer absolument fantastique, qui fait des bibliothèques extraordinaires, des gigantesques tables extraordinaires. Et justement, je voulais dire que par rapport à l'exposition de Nathalie Rodache, il y aura la présentation du passé qui sera dans la cour 18e, où elle va installer des pavés de verre, qu'elle va remplacer des pavés de la cour existants pour avoir une installation qui marquera le passé de son exposition Sève Brute. Alors, Marie, vous êtes aussi la directrice d'une revue? Oui, toute nouvelle. Qui s'appelle Octopus, précis artistique des mots de bouche. J'aime beaucoup la transversalité. Donc l'idée, c'était de décortiquer un mets dans tous ses sens, étymologiques, historiques, artistiques, culturels et culinaires, parce qu'on ne peut pas lui enlever quand même sa fonction. Et donc c'est une collaboration de plusieurs personnes qui rédigent dans cette revue artistique. Il se déplie les cousins du 1 et au verso, on peut découvrir un artiste qui a réalisé spécialement pour la revue une œuvre d'art. Donc c'est histoire de picorer, de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, pourquoi, comment, et en même temps de retrouver l'envie de pouvoir collectionner une affiche qui est... voilà, destiné aussi à nourrir tout ce qui est objet en soi, culturel. C'est pas simplement quelque chose qu'on lit, c'est quelque chose qu'on peut... C'est quelque chose que l'on peut garder. Mais ça fait travailler à la mémoire. Et voilà. C'est important. Ben, nous étions ravis d'ouvrir cette émission Merci par beaucoup. cet entretien, ma chère Marie Secret. Nous allons maintenant passer au sommaire de cette émission que le monde entier nous envie, suivant l'expression consacrée. Blessé lors de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, Philippe Plançon raconte sa reconstruction physique et morale dans Le Lambeau et nous en parlons. Génération éperdue est un album de reprise d'Yves Simon par les meilleurs représentants de la jeune scène française. Yves Simon incarne une idée de la chanson française à la fois littéraire, moderne et élégante. L'incarne-t-il pour toute la francophonie? Nous allons en discuter. Le BIM, Bénin International Musical, est un projet né sous l'impulsion de passionnés de musique béninoise et toute l'équipe va vous faire partager son enthousiasme. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de l'actu francophone, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Nous sommes avec Laura Tenouji de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Estelle Martin de TVC Monde, que vous connaissez. Nous sommes aussi avec Mathieu Dugal de Radio-Canada. Bonjour. Avec Alain Gerlache, donc pour nos camarades de la Belgique, et avec Michel Serrouti, donc, qui représente la radio-télévision suisse. Je vous embrasse
tous les deux. Nous aussi. Premier sujet, le Lambeau. Il s'agit d'un petit chef-d'œuvre. Vous savez que Philippe Plançon a été blessé lors de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Il est journaliste, il était journaliste à Charlie Hebdo, il est journaliste à Libération. Le Lambeau, donc, qui est publié aux éditions Gallimard, raconte la brièveté violente des attaques, les 2 années d'enfer médical absolu qu'il a vécu pour réparer ses blessures physiques et des blessures morales largement aussi importantes qui font désormais partie de sa vie. Qu'avez-vous pensé, évidemment, ceux qui sont ici de cette œuvre? Est-ce qu'il s'agit d'un exutoire, d'un témoignage littéraire certainement, d'une catharsis? D'abord, est-ce que c'est une œuvre littéraire au sens strict du terme? On va commencer par vous, Estelle Martin, car vous avez adoré ce livre. J'ai adoré ce livre et pourtant au début j'avais du mal parce que j'avoue que c'est le premier livre que je lis sur un des survivants ou une survivante, soit de Charlie Hebdo, soit des attentats de Paris, vraiment parce que c'est compliqué. Enfin voilà, moi c'est des choses que je n'ai pas envie de relire parce que ça a été extrêmement douloureux pour les Français et pour moi, voilà. Et là, ce qui est vrai, ce qui est surprenant avec ce livre, c'est déjà, vous avez raison, c'est d'un point de vue littéraire, c'est extraordinairement bien écrit, bien mené, dans le sens où c'est pas un livre sur les attentats. C'est vrai que ça fait quelques pages seulement, l'attentat de Charlie Hebdo. C'est un livre comment on se reconstruit, c'est-à-dire l'avant et l'après, quand une vie est brisée. Et je trouve ça fascinant. Moi, en plus, c'est un thème qui me tient à cœur, c'est-à-dire qu'à un moment, votre vie bascule. Alors, ça peut être lié à un attentat, un accident de voiture, la perte d'un être cher. Et ce qui est génial avec Philippe Plançon, c'est que il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de colère, il y a juste une interrogation, une réflexion philosophique, littéraire, parce qu'il s'est beaucoup nourri de Proust, de Kafka, de musique classique pour se reconstruire au sens propre et au sens figuré, car il a quand même perdu son menton. Le Lambeau, ça vient de là. J'ai appris beaucoup de choses sur le fait qu'on remplace un menton par un péroné. Les liens qu'il a avec sa chirurgienne Chloé sont extrêmement bien décrits. Et pour avoir rencontré quelqu'un qu'il connaît bien, puisque c'est Sigolène Vincent, qui elle aussi a été épargnée. Alors elle était là pendant l'attentat de Charlie Hebdo. On en avait parlé, vous vous souvenez, puisqu'elle elle écrit aussi des polars à 4 mains. Quand il la décrit, je la vois. Il parle d'un jeune fan, il parle de son Harley Davidson, et je me dis que toutes les personnes dont il parle, et il y en a beaucoup, ça gravite autour de lui, eh bien c'est juste. Et tout est juste. Et c'est sans pathos. Enfin, c'est ça qui est incroyable. Et j'en ai encore la chair de poule en repensant à ce livre. De toute façon, tous les articles qu'il a donnés à Libération depuis des années et des années et des années, et même ceux de Charlie Hebdo, ont toujours été, qu'il s'agisse par exemple de la peinture, des musées, etc., de véritables bijoux. Donc il n'y a même pas de différence réelle entre ce qu'on appelle la presse en général et ce qu'il écrit donc dans ce livre. Est-ce que vous avez tous le même sentiment, c'est-à-dire un sentiment unanime, d'un livre nécessaire et magnifique? En fait, toute proportion gardée, ce livre-là m'a fait penser beaucoup à des écrits sur l'Holocauste. Je pense à George Steiner, je pense à Primo Levi. Donc, ça pose beaucoup la question de la culture après la catastrophe, après sa négation la plus brutale. Et donc, lui, il l'a vécu de manière très... Bon, c'est comme il l'explique, c'est très charnel, avec son corps qui a été touché. Et en même temps, je suis très content que vous parliez de ça parce que on aurait pu penser que, en fait, ça aurait pu arriver que quelqu'un qui vive ça développe une hargne, une haine, un ressentiment incroyable. Et pourtant, ce livre-là, c'est une catharsis, mais c'est une catharsis qui est presque douce parce qu'on sent justement le détachement et la place de la culture, que la culture peut occuper quand on veut nier la barbarie qui nous est offerte sur un plateau d'argent. Parce que la barbarie, c'est aussi la manière dont on répond aux gens qui font ces choses-là. Et la culture est très importante. Et d'ailleurs, il y a une métaphore, presque une métaphore, mais en fait, c'est arrivé, c'est la culture qui l'a littéralement sauvé parce que il raconte dans le livre que s'il n'avait pas parlé d'un livre de jazz qu'il voulait présenter à Cabu lors de la fameuse réunion où les tireurs sont arrivés dans Charlie, il serait sorti plus tôt de la réunion. Il se serait probablement retrouvé sur le chemin des tireurs et donc il n'aurait pas été pris comme ça dans la foule parce qu'il a joué, il a fait le mort aussi. Hein. C'est à ça qu'il doit la vie. Il était comme parmi les cadavres et il a voulu montrer aux tireurs en tout cas qu'il était mort. Donc il explique que peut-être sans le jazz qu'il voulait partager avec Cabu, lui aussi serait mort. Et donc, c'est un témoignage qui est vraiment très juste sur
comment le recul, comment la culture, comment l'accueil de ce qui nous arrive dans ce que ça a de plus tragique peut avoir une conséquence qui n'est pas créer plus de morts, plus de ressentiments, mais bien de tenter de faire une résolution à quelque chose qui semble ne pas en avoir. Et donc, c'est une œuvre qui est fabuleuse. C'est majeur. Comme sans doute beaucoup de gens, moi, c'est évidemment un livre qui m'inspire une très grande humilité, hein, parce que comme chaque fois qu'on est confronté à quelqu'un qui a vécu l'horreur, et vous avez fait aussi allusion, par exemple, à l'Holocauste, on a quand même une très grande retenue. Moi, ce qui me frappe ici, c'est que c'est à la fois un témoignage, très personnel, évidemment. On sent bien aussi la patte du journaliste, parce qu'il y a un certain détachement, un certain regard sur soi-même qui fait que, manifestement, il y a une certaine prise de distance et le tout fait une œuvre littéraire et c'est ça qui transcende finalement cette expérience et qui en fait toute la force. Parce que la force de ce livre, c'est que c'est une œuvre littéraire et que la littérature est finalement le résultat final de ce vécu et de la démarche de catharsis qu'il a entreprise. Et donc, à ce titre-là, c'est évidemment un livre qui marquera. Alors, on dit déjà, oui, il faut lui donner des prix, etc. Moi, j'ai envie de dire, peu importe, ce livre marquera de toute façon. Michel. Oh oui, c'est une œuvre assez magistrale que ce bouquin, parce que d'abord c'est très bien écrit, on l'a dit effectivement. C'est vrai que c'est truffé de références littéraires pendant tout le livre, que ce soit Proust, que ce soit La Montagne magique de Thomas Mann, que ce soit Kafka, que ce soit... Mais il y a Tintin aussi, il y a évidemment Libé, il y a... Enfin, voilà. Il y a Bach, il y a le jazz, enfin bref. Mais en même temps, ça a toujours une utilité. Enfin, c'est jamais cité, c'est jamais nommé, c'est jamais mis en référence ou utilisé. Voilà, sans véritable utilité. C'est-à-dire que ça renvoie à chaque fois à quelque chose qui lui permet d'avancer dans sa guérison, dans sa reconstruction. Et puis en même temps, ça nous questionne, nous, en tant que lecteurs, chaque fois qu'on lit ça. Parce qu'encore une fois, comme le disait Estelle, c'est un bouquin qui est écrit sans pathos. Donc on n'est pas submergé par les sentiments. Il y a quelque chose de très clinique dans la façon dont il se décrit, dont il décrit ce qui lui est arrivé. Et en même temps, il s'appuie constamment sur la culture pour continuer d'aller de l'avant. Donc c'est une leçon de vie universaliste et d'autant plus universaliste, je vais vous dire, parce que moi au début, je suis obligé de vous citer quelque chose d'assez personnel, parce que c'est aussi un livre qui nous touche personnellement, j'imagine. Mais il nous touche personnellement aussi, pourquoi ? Parce que je me retrouve à lire finalement un livre d'un type qui a à peu près le même âge que moi, qui fait à peu près le même métier, qui a, quand on lit le bouquin, grosso modo, les mêmes références culturelles, qui adore Bach, qui adore le jazz, qui lit Tintin, qui lit Kafka et autres. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'on est à la fois complètement en empathie avec l'écrivain qu'il est. En tout cas, moi, je l'étais de par mon expérience personnelle. C'était pas un livre qui m'a transporté dans un ailleurs avec des valeurs universalistes, on va dire, de l'auteur. C'était plutôt une aventure extraordinaire dans un environnement qui, lui, m'était paradoxalement familier. Mais malgré tout, on n'est pas submergé, ou j'ai pas été submergé par, je sais pas, quelque chose qui aurait pu me mettre complètement en empathie avec l'écrivain, avec Philippe Lançon, parce que lui-même est capable, comme il l'explique, finalement, il s'est dédoublé, il a dû se créer une nouvelle personne, il se dédouble, il s'extrait, et nous, on est complètement, en tant que lecteur, en étant entièrement avec lui, et en même temps, en extérieur, il y a quelque chose de... Moi, alors, vous parliez de bouquins sur l'Holocauste, Primo Levi ou autre, moi, d'une certaine manière, ça m'a presque fait penser, par la leçon universaliste qu'il donne à l'intérieur du livre, à quelque chose comme Triste Tropique de Lévi-Strauss, où lui-même, alors il n'y a pas le côté évidemment de la catastrophe qui lui parvient, mais à travers les aventures que nous raconte Lévi-Strauss dans Triste Tropique, qui sont siennes, quand il va en Amazonie et ailleurs, chaque fois, il ouvre de son expérience personnelle et des rencontres qu'il fait sur quelque chose qui devient une sorte de leçon de société, de leçon de vie. Et Lançon fait un peu la même chose dans son livre, c'est-à-dire qu'à travers ce qui lui est arrivé, il ouvre sur quelque chose qui est une leçon au-delà du cas particulier, qui est une leçon de réflexion sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'avant, l'après, sur ce qu'est la fragilité de la vie et comment on doit se reconstruire éventuellement. C'est vraiment, c'est magistral, quoi. C'est vraiment...
Magnifique livre. Voilà, mon silence n'est qu'une approbation. S'il n'y a qu'un seul livre à lire cette année, c'est donc ce Lambeau, publié aux éditions Gallimard. Laura. J'en dis un petit mot sur les réseaux sociaux. Avec grand C'est plaisir. effectivement un plébiscite, mais c'est un livre qui a plusieurs lectures, donc en fonction des réactions, on voit ce qui a touché les gens. On parle beaucoup de l'attentat, là vous parlez de la culture, mais il y a aussi tout ce rapport avec le personnel hospitalier qui est très présent dans le livre, et donc on voit des personnes d'hôpitaux réagir et se retrouver quelque part mis en avant et dire il a une vraie reconnaissance, il comprend qui on est, donc c'est aussi un beau témoignage pour eux. Et je vous recommande le compte Twitter du frère de Philippe Lançon, qui est très présent dans son livre et qui, depuis la sortie du livre, a décidé d'ouvrir un compte pour apporter lui aussi sa vision des choses. Et un de ses derniers tweets, c'était « En 2015, nous étions si proches et si éloignés, il n'était que souffrance, je ne souffrais qu'à travers lui, évoluant dans deux mondes parallèles qui parfois se rejoignaient, le cocon de l'hôpital pour lui, la frénésie du monde pour moi. » Philippe Lançon, c'est très intéressant de voir comme lui a pu percevoir l'évolution de son frère dans cette reconstruction. Voilà, donc à propos du Lambeau, du Lambeau de Philippe Lançon, magnifique livre, nous le disions tous ensemble. Deuxième sujet, on change totalement de domaine. Le 30 mars dernier est sorti Génération éperdue, c'est un album de reprise d'Yves Simon que vous connaissez, par les meilleurs représentants de la jeune scène française. En octobre, le chanteur avait sorti donc chez Flammarion un livre du même titre, réunissant 140 textes de ses principales chansons. Yves Simon incarne, comme Gainsbourg avant lui, une certaine idée donc de la chanson française, à la fois littéraire, encore une fois, assez moderne, élégante en tout cas. L'incarne-t-il, cette élégance, pour toute la francophonie? Nous en débattrons après cet extrait donc du clip « Les héros de Barbès », titre d'Yves Simon, repris par un trio féminin. Les héros de Barbès, enregistrés donc par Junior, c'est un groupe dans lequel on retrouve notamment, par exemple, la fille cadette de Jean-Marie, Gustave Leclésio. Alors, on connaît tous évidemment Yves Simon comme chanteur. Est-ce que ces textes ont pour vous une valeur en dehors du rapport musique-texte? Commençons par celui qui aime le plus la musique parmi nous, c'est-à-dire Michel. J'espère qu'on l'aime tous, mais je veux bien essayer de commencer avec ça. C'est une question que je me suis effectivement posée en écoutant le disque Génération éperdue. Alors, je vais faire une petite parenthèse musicale d'abord, parce que vous connaissez depuis les années qu'on discute sur ce plateau des reprises ou des tributes à un artiste. En général, ma suspicion envers ça, c'est finalement peut-être une exception qui confirme la règle, parce que les artistes qui ont repris les textes d'Yves Simon et les chansons d'Yves Simon en ont fait quelque chose qui leur appartient finalement, que ça rend l'objet véritablement intéressant et original. Et peut-être qu'il devient d'autant plus original parce que les textes d'Yves Simon, il faut bien le reconnaître, mais en même temps, j'ai de la peine à pouvoir en parler pour une génération plus jeune, c'est-à-dire celle qui a fait ce disque. C'est clair qu'ils ont, pour quelqu'un de ma génération, et peut-être plus encore pour les gens qui sont plus proches de la génération d'Yves Simon, il y a quelque chose évidemment qui nous ramène à une temporalité précise, et puis paradoxalement, ça reste d'actualité, en tout cas pour moi. J'arrive pas à m'expliquer rationnellement comment, mais c'est vrai qu'en relisant dans le bouquin qu'il a publié les textes en eux-mêmes, en les écoutant chanter sur le disque Génération éperdue, c'est à la fois complètement daté géographiquement et temporellement quand c'est écrit, il n'y a aucun doute avec ça, et puis en même temps on est capable, enfin moi j'étais capable de les écouter ou les réécouter en 2018 sans avoir l'impression de plonger dans quelque chose de vieillot. Je ne sais pas comment il réussit ça, c'est peut-être ses qualités d'écrivain qui font qu'il a su choisir les mots, une certaine poésie
qui permet à ces textes de continuer d'exister, d'avoir une pertinence à l'oreille de l'auditeur en 2018. Peut-être aussi parce que les différents groupes, les 18 chanteurs, musiciens qui ont repris ces titres et qui les ont vraiment changés, qui en ont vraiment fait quelque chose d'original, pour beaucoup en ont fait quelque chose de qualité sur ce disque, même s'il y en a 18, donc il y a des univers différents, ça plaît plus ou moins, mais d'une manière générale, c'est un objet qui est artistiquement intéressant musicalement et au niveau des textes, évidemment, d'Yves Simon. Il faut dire que comme des écrivains, j'allais dire, justement, des chanteurs écrivains de sa génération, Gérard Manset, qui vient de publier là aussi un livre, lui aussi, a quand même eu cette idée toujours d'avancer comme un être double, c'est-à-dire chanteur et écrivain en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas avant et pas forcément le cas après. Alain. Mais moi, je fais partie de cette génération qui a vraiment aimé Yves Simon dans les années 70. Les atmosphères de ses chansons, Au pays des merveilles de Juliette, Amazoniaque, ou alors justement ces textes où on avait l'impression qu'il nous parlait à nous, hein, raconte-toi, regarde-moi, etc. Et puis, j'ai pas du tout aimé quand il est passé à la littérature, parce que je lui en ai voulu d'arrêter la chanson. Donc voilà, ça a été une rupture. Ça a été une rupture, je n'ai pas apprécié cette période. Et je trouve que quelque part, il y a une réhabilitation maintenant parce que ce disque qu'il sort, ce n'est pas simplement un disque de reprise. Il y a d'abord la volonté de remettre les textes et donc de réconcilier chansons et littérature. Et puis, je trouve que la démarche est très intéressante parce que grâce à cet album, eh bien, une génération qui a connu Yves Simon, chanteur, découvre toute une série de jeunes de la chanson française actuellement. Moi, je pense par exemple à cette version de Regarde-moi qui a été revue par Nicolas Comment. Je l'avoue, je ne connaissais pas et c'est excellent. Ça, c'est parce que vous êtes très vieux. Voilà. Et c'est vous qui le dites. Et en même temps, je trouve aussi que la jeune génération peut redécouvrir ces textes-là. Et donc, je trouve que la démarche est très intéressante. Pardonnez-moi, Alain, de vous interrompre, mais pourquoi vous êtes séparés, justement? Mais parce que je Vous n'avez pas expliqué les raisons pour lesquelles... Non, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles il abandonnait la chanson. Je trouvais qu'il aurait pu faire les deux ensemble. Bon, j'y ai pas réfléchi énormément, hein. Je vous parle de réactions un peu tripales. Et puis, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque aussi, et sans doute un peu tempétueux. J'en étais sûr. Voilà. Et je voudrais conclure par ce beau titre du Figaro qui dit « À Yves Simon, la jeunesse reconnaissante ». Mathieu. Moi, je dois dire qu'en tant que Québécois, Yves Simon, je n'ai pas, et là, je pense que je parle au nom de pas mal de Québécois, j'ai pas de relation particulière avec parce que ça fait pas partie des chanteurs qui ont traversé l'Atlantique. Donc, Yves Simon, au Québec, c'est vraiment un illustre inconnu, faut le dire. Peut-être connu davantage comme romancier. Moi, je me souviens d'avoir lu, il y a quand même plusieurs années, La dérive des sentiments, qui avait été quand même un livre que je vais... Qui avait connu un bon succès. Oui, c'est Médicis, ouais, c'est ça. Très bien écrit, hein? Et donc, cette espèce de côté extrêmement mélancolique qui est toujours très présent. D'ailleurs, j'ai retrouvé une citation que j'avais beaucoup aimée. Il disait ça dans La dérive des sentiments. « Pour écrire, il faut la mort devant soi et être à même de contempler son désastre. » Ça marche pour Philippe Lançon, oui, ça aussi. Ouais. Et il y a quelque chose de vraiment très... Il y a cette petite musique, hein, on peut dire aussi, Yves Simon. Il fait partie de ces rares chanteurs, en fait, en regardant son œuvre et la manière dont elle se déploie dans le temps. C'est assez rare des chanteurs qui ont ce bagage littéraire. Moi, je le comparerais, et là, vous me taperez sur les mains, peut-être que la comparaison est trop forte, mais il y a Dylan qui a eu cette espèce d'héritage littéraire. Il y a Cohen qui a cet héritage littéraire qui est très fort et qui semble être sur un pied d'égalité avec l'héritage musical. Bon, la différence de Cohen, c'est que lui a vraiment toujours été présent musicalement. Puis Dylan, évidemment... Les deux en même temps. Les deux en même temps. Il y en a qui a eu un prix de la littérature, rappelons-le, quand même. Enfin, même si c'est compliqué. Et le prix de la littérature pour Dylan. Oui, absolument. Effectivement. Bon, en même temps, c'est le Nobel de la littérature. Et là, en ce moment, c'est compliqué pour le Nobel. Aussi. Oui, c'est vrai. Terminé.
Mais en fait, donc, en terminant, ne serait-ce que de voir que ce sont des textes aussi qui s'actualisent vraiment très bien avec la nouvelle génération. Christine and the Queens l'avait quand même montré avec Amazonia, de voir qu'il y a encore cette actualité-là. Encore là, ce sont des artistes qui, pour la plupart, sont pas connus chez nous, mais c'est quand même intéressant de voir que d'un point de vue de la... mais là, je parle pas de Christine and the Queens, bien évidemment, mais de voir, en tout cas, que ce sont des héritages littéraires et musicaux qui sont encore actualisables et qui redonnent vraiment un coup de... à qui on peut donner un coup de jeunesse de cette manière-là. C'est une leçon qu'il faut prendre, je crois, au Québec, parce qu'on a de ce type, on en a ce type de chanteurs, d'écrivains qui gagneraient à être repris par les jeunes générations. Estelle. Moi, j'avoue qu'au début, j'ai un peu râlé. Je me suis dit, encore un album de reprise. On est deux. J'ai eu la même Voilà. Et alors, bon, je dois reconnaître que je me suis totalement trompée. Parce effectivement, déjà, il y a la crème de la crème. Alors, c'est pas... On pourrait dire que c'est un album totalement bobo, hein, presque. C'est vrai, parce qu'il y a Juliette Armanet, qui est la révélation de la chanson féminine. On a Feu Chatterton. On a Clou, que je connaissais moins bien et qui a été reçu, qui est très, très bien. Super. Et d'ailleurs, super juste pour faire de l'autopromo, Clou, donc une jeune artiste française qui a été reçue dans Acoustique. Donc, vous pouvez la voir en replay, parce que effectivement, moi, je ne connaissais pas cette artiste et elle est vraiment formidable. Et pour les autres, quand même, Christine and the Queens aussi. Oui. Donc, on se dit qu'il y a vraiment tous ceux et celles moudoïdes. On en parle. Woodkid et Louis Garrel. Voilà, et Louis Garrel, avec cette ambiance de film noir. Donc, voilà, c'est vraiment la crème de la crème des artistes parisiens, un peu quand même, qui ont repris Yves Simon. Mais on sent qu'ils sont vraiment appropriés ce répertoire. Et c'est vrai que cette dimension littéraire, on la retrouve. Yves Simon se dit très proche, par exemple, d'Arthur, le chanteur très dandy de Feu Chatterton, qui lui aussi puise beaucoup dans la poésie pour écrire ses textes. Alors, il n'a peut-être pas encore la plume d'Yves Simon, mais il n'empêche qu'il y a vraiment on sent cet amour des mots, cet amour de la littérature. Yves Simon le dit, il aime Kerouac, il aime Miller, il aime écrire. Il a eu plusieurs prix, dont la grande... Alors, je ne savais pas la grande médaille de la chanson française, on l'a dit, le Médicis, le prix des libraires. Et puis, ce qui est amusant aussi, on voit qu'avec Christine and the Queens, quand elle a repris Amazonia, elle dit à Yves Simon, on a le même amour des jeunes femmes, des jolies femmes. Donc voilà, il y a des comme ça, voilà, il a quand même 73 ans, c'est ça, Yves Simon? Je crois, oui. Et donc, 73, oui. Voilà, avec toutes ces interviews avec ces jeunes femmes qui ont 23 ans, 25 ans, ou les jeunes hommes d'ailleurs, on sent qu'il y a cette continuité. Et je suis d'accord avec vous, c'est quand même incroyable. Ces textes peuvent paraître datés parfois, et non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils parlent d'une époque, les Gauloises bleues, bon, je ne sais plus qui filme les Gauloises bleues, mais il n'empêche, il y a une modernité, alors peut-être parce que c'est très urbain, c'est vrai qu'ils parlent de Paris, de Barbès, de la place Clichy, on pourrait se dire que c'est du Modiano, mais c'est du Modiano moderne. Ouais, je ne sais pas, et je n'arrive pas, moi non plus, à comprendre l'alchimie qui fait que les textes c'est très, très référencé, très daté, sont totalement d'actualité. Et donc, moi, je me suis laissée totalement emporter. Laure. Alors, Yves Simon est absolument pas présent sur les réseaux sociaux. Il boude Facebook, Twitter, Instagram. Quelle surprise. Non, et c'est surprenant parce que j'avais eu la chance de l'interviewer en 2000. Au début de la bulle Internet, il avait voulu créer son site qui existe toujours, yvesimon.com, justement pour y publier ses textes, pas pour y diffuser sa musique. Et donc, on peut toujours avoir accès à pas mal de textes. Mais alors, depuis 2008, visiblement, il n'est pas passé par son site officiel. Et l'importance des textes, on le retrouve aussi, puisque le label Because a créé des web-séries pour mettre en avant les artistes qui ont repris les chansons. Donc, on les voit jouer des petits rôles, ça dure 1 minute 30. Le premier, c'est avec Juliette Armanet. Le deuxième, c'est avec François and the Atlas Mountain. On attend les autres. Donc ça, c'est publié sur Internet et c'est des mini-séries. On espère qu'il y en ait au même nombre que les titres de ces chansons qui sont assez réussis. Voilà, personnage, Yves Simon, que vous pouvez croiser, évidemment. C'est un personnage aussi qui a un caractère, c'est peut-être pour ça qu'on le connaît moins au Québec, un peu inscrit dans une tradition parisienne, justement, du germano-pratin. C'est-à-dire à la fois la musique et la littérature, avec peut-être presque une sorte de culpabilité de n'être qu'un auteur de chansons par rapport à un lieu, Paris, qui est celui de la littérature. Nous allons passer maintenant au zapping culturel. Nous allons faire le tour du monde. Vous vous rendez compte de cette ambition de l'actualité francophone en moins de 2 minutes. Et après, nous nous retrouvons avec un 3e sujet. Le japonais Koreeda, déjà primé il y a quelques années pour Tel père, tel fils, reçoit donc la 4e Palme d'Or du Japon pour Une affaire de famille, un de ces films délicats dont il a le secret. On l'a
l'arrête dans la rue. En peu de temps, Hubert Lenoir est devenu une vedette. Ce qui est spécial, c'est qu'avant, j'étais juste connu auprès des gens qui aimaient ma musique. Maintenant, je sens que je suis connu par des gens qui m'aiment, mais aussi qui m'aiment pas. Je suis venu te dire. Les voies de la ferveur sont impénétrables. Celles de la colonisation sans limite. Christianisme, islam, enracinés au cœur d'une Afrique animiste, ont produit d'autres expériences religieuses. Ces états de transe, cette liesse qu'on peut observer dans des pèlerinages ou dans des cultes chrétiens peut paraître surprenante en Occident ou dans nos églises ou dans nos temples. Les choses sont très calmées, très posées. C'est un papy un peu original, vivant dans un monde plutôt joyeux, fait de couleurs et de peluches. Il s'installe dès jeudi à Beaux-Arts et pour le moment, il remet de la couleur dans le bâtiment Horta. J'ai venu avec un énormément de différentes choses et maintenant je remplis le grand puzzle qui va devenir Charles World Retrospective. Hier soir, les agents du musée de Dieppe étaient tirés à 4 épingles. Habillés, c'est le thème qui voulait ça, comme dans les années 30. Et au niveau des collections, on avait fait le choix de ressortir et de mettre en valeur quelques pièces de cette période. On était fous, mais une belle folie qui a fait sa récompense aujourd'hui. Et l'originalité joue beaucoup. Troisième sujet, le BIM. Le BIM, c'est le Bénin International Musical. C'est un collectif donc qui est fondé par 7 musiciens et d'une chorale d'une vingtaine de personnes. C'est un projet qui est né sous l'impulsion de 2 Français qui sont totalement passionnés par la musique béninoise. Le BIM est en tournée en ce moment et va participer à une grande partie donc des festivals d'été. Je vous laisse découvrir leur musique avec cet extrait d'Acoustique, l'émission musicale de TV5 Monde. Et après, nous parlerons de leur travail. Bonjour ma chère Denise, nous allons commencer par vous pour parler de cette initiative musicale atypique que soutient notre chaîne TV5 Monde. Oui, c'est une belle initiative, mais je pense que les musiciens béninois n'ont pas attendu cette initiative pour être composés en orchestre. Il y en a un qui est mythique, qui date des années 60, c'est le Polyrythmo, qui s'est fait tout seul, parce que le Bénin, il faut le rappeler, c'est surtout Ouidah, la ville de Ouidah, c'est vraiment le berceau à la fois du jazz, du gospel et de l'afrobeat. Parce que c'était un comptoir de la traite négrière. On venait là-bas chercher les esclaves les plus robustes qui résistaient à la traversée, les Yoruba, qu'on retrouve à la fois au Bénin, mais également au Nigeria. Et c'est pour ça que vous avez cette même musique qui transcende la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Donc le BIM, il faut savoir que le coordonnateur au niveau du Bénin, qui s'appelle Aristide Agodanou, est un des meilleurs arrangeurs du pays. Il travaille d'ailleurs pour un événement dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Visa for Music, qui se tient tous les ans au Maroc. Et c'est lui qui coordonne ça au niveau du Bénin. Donc, à la fois, on retrouve des artistes qui viennent des chorales traditionnelles, parce que c'est vrai qu'il y a une culture assez musicale très forte dans les chorales au Bénin, mais aussi les chorales vaudou, surtout, où on trouve des voix magnifiques, mais aussi des orchestres, comme notamment, l'orchestre de la police nationale, qu'on appelle les sentinelles de la police. C'est très joli, mais qui est un orchestre qui est fantastique.
Et Mathieu, comment avez-vous trouvé? Ben écoutez, moi, je suis pas dur à convaincre pour ce genre de musique-là. Je suis à la base quelqu'un qui est vendu, un peu comme Michel, tout ce qui est jazz et l'héritage du jazz. Pour moi, il y a des filiations qui sont extraordinaires. Et pour moi, cet orchestre-là, et de toute façon, tout ce qui provient d'Afrique de l'Ouest en général, il y a pour moi un saut de qualité parce que c'est vrai que les musiques caribéennes, les musiques jazz, même la musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, on la doit en grande partie à ces héritages-là. En même temps, c'est sûr que, bon, c'est un peu... Puis je dirais pas dommage, parce que vous l'avez mentionné, ces orchestres-là n'avaient pas nécessairement besoin de cette espèce de saut d'approbation de l'Europe ou de l'Amérique là, pour exister. Mais en même temps, moi, je trouve ça extraordinaire de voir que, en tout cas, ça permet de mettre le projecteur sur cette musique-là. Et quelle musique extraordinaire! On est vraiment dans quelque chose qui est à la frontière de la musique de danse, les fanfares de la Nouvelle-Orléans, tels qu'on les a connus quand le jazz est né. En même temps, la musique religieuse est très présente. Et tout ça, il n'y a pas de distinction. En musique de danse, musique religieuse, le jazz, je veux dire, à la limite... Police. La police, oui. Sentinelle de la police. Oui. Et il y a une espèce, justement, de ferveur dans cette musique-là. Et moi, j'espère, en tout cas... Mais il faut dire aussi que le Yoruba est une langue qui est très musicale, tout comme le Lingala pour la RDC. Les sonorités sont très, très musicales, déjà. Ouais. Mais là, il va falloir que ça traverse, là, ce projet-là, parce que... Ça avait déjà traversé dès les années 60 avec le polyrythme. Oui. Mais là, il faut... Ça va être le rôle des festivals. Et puis, il y en a une autre aussi qui vient du Bénin, c'est Angélique Kidjo. Oui, c'est vrai. Oui, puis d'ailleurs qui est très connue au Québec. En fait, Angélique Kidjo a un capital de sympathie incroyable. Elle a joué à peu près partout au Québec. Qui chante en Yoruba. Puis elle est très appréciée d'ailleurs par tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Mali ces temps-ci, de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'artistes, même quand on parlait de Balogi la dernière fois, à 300 millions de critiques, il y a ses racines, ses musiques. Et là, c'est vrai que le Bénin... Angélique Kidjo, évidemment, est très connue. Le Rythmo, ils sont venus, ils viennent souvent en tournée en France. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça met un coup de projecteur sur... voilà. Moi, je ne savais pas que les chorales étaient aussi importantes. Et on le voit dans le clip qui a été réalisé. Pour l'instant, il y a un seul titre, même s'il tourne dans beaucoup de festivals. Il y a, je ne sais pas si vous avez vu le clip, qui est absolument magnifiquement réalisé et qui nous plonge au Bénin. Et qui nous plonge, alors je pense à Cotonou, mais surtout... à Ouida. À Ouida, donc qui est la terre du vaudou. Et il y a ces costumes vaudou, mais qui sont hallucinants, qui sont magnifiques. C'est entre... ça ressemble beaucoup aux costumes vaudou, évidemment, d'Haïti. Beaucoup de strass, beaucoup de paillettes, beaucoup... C'est extrêmement festif sur les mêmes, puisque c'est la même culture. Yoruba qui est parti là-bas. L'inspiration est béninoise. Oui, mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que souvent, on pense au vaudou, on pense à Haïti. Bien sûr, c'est venu du Bénin. Et ça nous replonge là-dedans. Et musicalement, il y a ce côté un peu trans, évidemment, et ce côté festif qui se mêle. C'est vraiment très réussi. Mais cela dit, même si le disque n'existe pas, moi, ce que je trouve intéressant pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter les gens qui font partie du projet. Je pense qu'il y a Dimension Flexible qui sont des rappeurs, Woodson. Et là, on peut aller voir tout ce que ces gens-là font. Et ils ont déjà chacun de leur côté une production qui est quand même intéressante. Et bref, strictement, comme d'un point de vue, je dirais, de marketing musical là, pour le Bénin, ça, c'est vraiment c'est magnifique. Il faut le souligner. Moi, mes racines, en partie africaines, font que je suis évidemment sensible aussi à cette musique qui est un peu celle dans laquelle j'ai baigné enfant, et notamment, évidemment, en RDC. Il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent que vous avez vécu une partie de votre enfance. Voilà, au Congo, qui ne s'appelait pas encore RDC, mais c'est vrai que cette langue aussi, le Lingala, se prête évidemment très, très bien à la musique. Moi, ce qui m'a un peu gêné, en effet, c'est dans ce qu'on lit que ce projet est né sous l'impulsion, et alors on cite des responsables animés sans doute des meilleures intentions, mais l'impulsion de base, ce sont les musiciens africains qui l'ont donné. Soyons quand même de bon compte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre de ces gens. Il y a un moment dans Acoustique où
comment s'appelle-t-il encore, Jérôme Ettinger explique que ça avait choqué les Béninois qu'ils travaillaient à l'ordinateur. Et puis, les musiciens expliquent qu'ils ont en effet compris et qu'ils sont parvenus à travailler ensemble. C'est cette rencontre qui m'intéresse. Alors, évidemment, pour promouvoir cette musique, il y a les festivals. Je voudrais dire aussi qu'il y a la responsabilité des services de streaming, parce que les services de streaming donnent accès à évidemment plein de musique sans aucun filtre de programmateurs, de soi-disant connaissances, des a priori du public, etc. Et en effet permettent de partir à la rencontre de toute une série de musiques, donc Deezer, Spotify et tous les autres, Apple Music. Pas besoin de faire la pub, on les connaît. N'oubliez pas la musique africaine aussi. Ouais. Alors, Michel. Et la musique en live, surtout. Non, c'est un très joli projet, c'est une très jolie musique, évidemment. J'abonde dans le sens de Mathieu. Ce qu'il faut comprendre, en même temps aussi, peut-être, pour replacer le contexte, c'est que c'est une musique globalisée, quand même, aujourd'hui, à laquelle on assiste. C'est une musique qui est née au Bénin, mais c'est une musique qui a été changée par les producteurs, dont Jérôme Ettinger ou Ettinger, si je la prononce à la suisse, ou Ettinger à la française, et Hervé Riesen, qui travaille en tant que producteur et qui le disait d'ailleurs dans la même émission dans Acoustique, en interview, il expliquait bien qu'il arrivait avec ses projets, avec une idée musicale en tête et que c'était aux musiciens béninois de s'adapter à sa vision des choses sur des morceaux traditionnels que le groupe de musiciens béninois finalement avait apporté. C'est un petit peu comme on en a parlé d'une certaine manière Yves Simon avec ses titres tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait les titres de départ, il les a donnés à d'autres musiciens, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Aujourd'hui avec BIM, c'est un petit peu ça qui se passe aussi. Et au final, on a une musique qui est alors évidemment essentiellement béninoise, Afrique de l'Ouest, Yoruba, nigérien, Bénin estampillé comme ça au départ, mais qui devient une musique qui est globalisée. Avec des instruments occidentaux. Parce qu'il y a la guitare électrique, parce qu'il y a la basse, qui ne sont pas les instruments traditionnels au Bénin. Mais au final, je pense que tout le monde y est gagnant. Nous, auditeurs, parce qu'on découvre ou redécouvre une musique qui est adaptée au goût du jour et qui est festive et qui est belle et qui est magnifique, parce que du coup, ça donne des opportunités sur place au Bénin pour un certain nombre de musiciens de se faire connaître ou d'ouvrir le pays. Donc je trouve ça très bien. Et puis, ça permet aussi de peut-être casser quelques clichés, parce que c'est vrai qu'on se dit finalement musique traditionnelle, vaudou, on va se dire il doit y avoir des rythmes partout, donc qu'est-ce que fichent toutes ces mélodies, toutes ces harmonies là-dedans? Et puis quand on gratte un tout petit peu, qu'on écoute les musiciens eux-mêmes, ou alors qu'on va écouter par exemple, elle était en interview sur je crois que c'était France Culture, c'est Madeleine Leclerc, qui est conservatrice du département d'ethnomusicologie au musée d'ethnographie à Genève, et qui a enregistré les cérémonies vaudou après Gilbert Rouget, qui lui était directeur au Musée de l'Homme, les deux nous expliquent qu'en réalité, non. Ce qui caractérise, et c'est ce que disait Denise tout à l'heure, ce qui caractérise les cérémonies vaudou, c'est la polyphonie des voix, des harmonies. Alors les rythmes sont présents, mais il y a une très grande part de voix, d'harmonie, de musique qui existe depuis très très longtemps, manifestement. Et en reprenant avec des instruments même occidentaux, on rejoue sur ces harmonies alors que c'était plutôt les voix auparavant. Donc on est quand même, je suis assez admiratif de ça, ça paraît artificiel, mais on est quand même dans une certaine continuité au niveau du message, du discours ou de la musique de départ, dans ce qu'on retrouve aujourd'hui, même si à la place des voix, alors même si elle est chorale, à la place des voix, on retrouve certains instruments aujourd'hui. C'est un très joli projet. Et c'est pour ça que ça marche bien avec l'électro, en fait. On l'a vu avec les Mongwana Stars aussi, où il y a vraiment, on sent bien que il y a une, enfin ça se loue, ça se nie, ça se noue, enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a vraiment, ça se métisse. Enfin métisse. Alors j'aime pas trop ce terme, mais on l'a vu. Le Dr L, il travaille beaucoup. Alors il est franco-britannique, il travaille beaucoup. Là, il a travaillé avec, ça fusionne, et c'est vraiment extrêmement réussi. Et ça fonctionne. Il y a le côté trans dans l'électro que l'on retrouve effectivement dans ces rythmes-là. Et c'est moi je dis que c'est toujours casse-gueule de vouloir ce genre de projet peut être casse-gueule, mais il faut y aller avec beaucoup d'authenticité, enfin vraiment être prêt à rencontrer l'autre, et je pense que c'est vraiment ce qui est derrière ce projet. On l'avait vu avec Damon Albarn et Africa Express. Ouais. Là aussi, il y avait cette volonté de travailler ensemble et pas d'imposer un schéma, un calque, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Les Banda Bilili, c'est différent, puisqu'ils étaient déjà créés avant, mais c'est vrai qu'il y a 2 Français qui sont arrivés, qui ont fait un documentaire sur eux, et d'un coup, on leur a donné un coup de projecteur. Quand ça va dans ce sens-là, c'est bien, mais je pense que voilà, il faut pas que non plus que les Occidentaux arrivent en disant bah, tu vas faire ça, et puis ça va être comme ça, et d'ailleurs, je pense que les Africains vont leur dire bah, salut, non, on ne le fait pas. Donc il y a quand même une vraie
vraie authenticité dans ce projet. Je pense que c'est pour ça qu'il fonctionne. On met pas une cloche non plus. Oui. C'est vendu comme quelque chose de fusionné, ils le disent. Enfin, tous les musiciens disent on fait une fusion. C'est une fusion, donc c'est vendu comme tel, c'est présenté comme tel. Et ça, en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que ça donne sacrément le goût d'aller faire un pèlerinage musical au Bénin. Ah oui, mais de faire le tour musical du Bénin, mais ça doit être vraiment le pied. Vous ne serez pas déçus. Laura. Alors, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire que les producteurs aient misé sur le compte Twitter, Facebook, parce qu'ils ont un tout petit Facebook. Je pense que Michel a plus de fans que le BIM. Il doit vraiment probablement beaucoup. Non, mais c'est dommage, parce que c'est vrai que le web, c'est un moyen de faire découvrir et surtout d'écouter ces artistes. Alors, Michel parlait de certaines plateformes de streaming. Moi, je vais vous en citer d'autres, parce que SoundCloud, pour écouter la musique africaine, ça reste la meilleure plateforme. Et en plus, vous avez la possibilité de pouvoir écrire et de témoigner votre avis aux artistes, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. Là, il y a un vrai dialogue qui peut se créer, donc c'est intéressant. Et il y a aussi une plateforme de streaming africaine qui existe et qui est très bien, qui s'appelle Simfi Africa. Donc, vous pouvez consulter et aussi découvrir comme ça d'autres groupes qui n'auront pas été formés. C'est très, très bien. SoundCloud, pour la musique africaine, aujourd'hui, ça reste la meilleure plateforme. Pardon, Michel. Allez au concert. Non, Michel est ici, Alain est là-bas. Alain, pardon. C'est pas grave. Ne la troublez pas. Et allez au concert. Coup de cœur, Laura. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est une artiste australienne qui s'appelle Celeste Barber. Elle est suivie par presque 4 millions de personnes sur Instagram. Elle est absolument géniale. Elle parodie toutes les photos des stars. Vous savez, ces photos parfois un peu ridicules où vous voyez une mannequin sortir dans la rue en micro-short en train de promener son chien. Mais elle fait la même chose. Elle n'a pas le même corps que les jeunes filles en photo. Elle fait même des vidéos où elle imite les stars qui parfois prennent des poses, il faut le dire. Absurde. Et elle fait la même chose tous les jours. Elle fait de nouveaux posts. Elle est géniale. Allez-y, Céleste Barber. C'est très drôle. J'ai regardé grâce à Laura. C'est absolument comique. J'ai déjà vu. Elle est Estelle. géniale. Oui, c'est ça, sur la plage, ça c'est très bon parce que c'est vrai que enfin bref. Bon alors moi c'est un petit peu honteux puisque mon coup de cœur je l'ai piqué aux Québécois à Mathieu si parce que j'aime beaucoup La Bronze qui est une artiste de Montréal que j'ai pu rencontrer au printemps de Bourges parce qu'il y avait une journée spécimen canadien où il y avait des artistes canadiens qui venaient donc se produire anglophones et francophones et La Bronze elle a une énergie de dingue, elle fait de l'électro, elle est plutôt rock comme fille et donc son nouvel album s'appelle Les Corps Infinis. Il va bientôt sortir et il y a un titre qui est déjà disponible. Que vous pouvez aller voir le clip donc sur Internet notamment. C'est Cratère. Elle l'a tourné au Maroc, à Marrakech, parce qu'en fait La Bronze, elle s'est fait connaître en reprenant Formidable de Stromae en arabe et il y a eu des millions de vues. C'est vraiment une artiste explosive, non volcanique. Voilà, volcanique. Je vous la conseille. Michel. Une BD cette semaine que l'on doit à Zep. Vous savez que Zep a une sorte de double vie, un peu comme Simon pour la littérature et la musique. Non, enfin, il fait de la musique aussi d'ailleurs, Zep, il joue de la guitare, je pense à ça maintenant. Non, alors évidemment, c'est le père de Titoff, mais depuis quelques années, il écrit aussi des BD pour adultes. La dernière vient de sortir, toujours rue de Sèvres, ça s'intitule The End. C'est une sorte de thriller écolo-apocalyptique, en l'occurrence, que nous livre Zep, à savoir qu'il nous apprend dans ce livre-là, pour ceux qui ne savaient pas encore éventuellement, que les arbres communiquent entre eux. Il y a différentes recherches scientifiques très sérieuses qui l'ont déjà prouvé, si vous vous intéressez à ça. Non seulement communiquent entre eux, mais les arbres sont capables de s'adapter à l'environnement et aux menaces qu'ils subissent et d'y répondre, peut-être. Et c'est ce que développe ce livre, qui est un livre, qui est une BD, eh bien, en l'occurrence, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, tout ce qui entoure la vie des arbres aujourd'hui, qui nous amène à réfléchir et à regarder les arbres, outre les qualités graphiques évidemment de la BD, qui nous amèneront, pour ceux qui ne le savaient pas, à regarder les arbres forcément différemment. Denise. Alors moi, mon coup de cœur, c'est un livre de photos que je trouve magnifique. Il est signé de Pete Souza, qui a été le photographe officiel de Barack Obama pendant ses 2 mandats. Et pendant 8 ans, il a suivi sur les 2 millions de photos qu'il a faites, et on a pris 300 pour faire ce livre qui est vraiment splendide. On y découvre un Barack Obama, intime, avec sa famille, avec sa femme et ses enfants, mais également le Barack Obama officiel dans le bureau ovale ou avec ses homologues pendant les réunions du G20. C'est très très beau parce que le charisme de l'homme ressort encore plus. Et d'ailleurs, cher Mathieu,
Puis Souza, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il fait revivre l'ère Obama, mais il troll l'administration Trump avec ses photos en republiant des photos qui font des pieds de nez à l'actualité. C'est vraiment quelqu'un qui utilise très, très bien les réseaux sociaux. Bon, je vais faire du chemin sur les musiques africaines dont on a parlé. On a au Québec un DJ qui est absolument extraordinaire, quelqu'un qui écume le monde avec justement pour aller chercher les musiques africaines, musiques caribéennes. Il s'appelle Poirier. Et vous avez parlé de la plateforme SoundCloud. Si vous voulez écouter ce à quoi ressemble la musique créée par Poirier, vous allez sur SoundCloud, vous tapez Poirier, son vrai nom, Ghislain Poirier, quelqu'un qui vraiment va chercher le meilleur de la musique africaine et d'origine africaine. Il en crée lui-même également. Il fait beaucoup de collaborations avec des rappeurs. Bref, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a parlé avec le BIM. Donc, Ghislain Poirier, alias Poirier, sur la plupart de vos plateformes de musique en continu. Mon cher Alain. De Tiepolo à Richter, c'est une exposition à Bruxelles qui s'inscrit dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel et qui veut montrer comment, au travers des siècles, les œuvres ont permis la rencontre des Européens. Et donc, on trouve une centaine d'œuvres avec à la fois Tiepolo, Jordans, Dürer, etc., mais aussi Richter ou Spiliart. Donc, à travers les siècles, à travers l'Europe, comment les œuvres permettent ce dialogue des Européens. Voilà, et pour terminer, donc, modeste ce coup de cœur, 3 livres brièvement. Isabelle Peretz, Apprendre la musique, nouvelle des neurosciences, et publié aux éditions Odile Jacob. On vient de parler de musique. Alors, quel grand intérêt de ce tout petit ouvrage? Eh bien, c'est tout simplement de vous montrer quelles sont les dernières découvertes en matière de neurosciences qui favorisent justement l'évolution de l'homme et même des enfants, par exemple des dyslexiques, dans l'apprentissage de la musique. Oui. Quand vous pratiquez les rythmes, vous soignez la dyslexie. Et il y a de très nombreux exemples, notamment dans l'apprentissage pour les adultes de la musique. Voilà. Deuxième chose, puisqu'on parlait d'Yves Simon, Dictionnaire amoureux des 60s de Gérard de Cortange, donc toutes les 60s, à savoir mai 68, Warhol et la musique de cette époque. L'intérêt de Cortange, c'est qu'il est à la fois le biographe de Leclésio, de Modiano, et qu'il donne chez Plomb ce dictionnaire. Et puis, pour ceux qui ont la chance de passer par Paris, évidemment, la reprise de art de Yasmina Reza, qui, vous le savez, est la pièce de théâtre francophone la plus jouée dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle a été jouée à Bratislava, à New York, à Bangkok, enfin partout dans le monde. C'est une version avec Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin donc, et Alain Fromager. Vous connaissez l'histoire. C'est, disons, trois personnages entre 40 et 50 ans de la bourgeoisie moyenne occidentale qui s'empaillent autour d'un tableau blanc qu'a ramené l'un d'entre eux, qui est dramatologue. Et dans la version, évidemment, d'aujourd'hui, celui qui est sceptique, c'est Charles Berling. Celui qui possède l'œuvre, c'est Alain Fromager, qui possède l'œuvre. Et celui qui se veut être le médiateur entre ces deux colères ou ces deux passions, eh bien, il est joué par Jean-Pierre Daroussin. C'est au Théâtre Antoine à Paris. C'est un carton absolu, comme c'est le cas depuis le début de cette pièce, c'est-à-dire en 1994, art de Yasmina Reza. Voilà, nous étions ravis d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. رأي